Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ce second tome du livre perdu des sortilèges qui se nomme L'école de la nuit de Deborah Harkness, paru chez Le Livre de Poche. Ensuite on parlera de La Tour sans fin de Pascal Brissy, paru chez Scrinéo. On continuera avec 10 de Marine Carteron, paru chez Rouergue dans leur collection Dos à dos noir. Et on terminera avec Lebenstunnel, le tome 4, Guerre totale de Oksana Hope, paru chez Rebelle. Allez, on commence avec ce second tome que j'ai lu en lecture commune avec Aurélie de la chaîne Lily Books. Comme d'habitude, vous trouverez son lien, le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous invite à aller voir et à la découvrir, et il me fallait bien une lecture commune pour que je me plonge dans ce second tome. Pour rappel, le premier tome n'avait pas été une très bonne lecture, hein. En soi l'histoire était plutôt pas mal, mais la relation entre Mathieu et Diana me sortait par les yeux à un point pas possible. J'avais fait cette lecture en commun avec Marilyn, Titou Mamax et Patatra, et toutes les deux, elle s'était arrêtée là, hein. Moi j'ai voulu continuer et je ressors déçue de cette lecture, mais finalement pas tant parce que le tome 1 m'avait bien préparé. Ici donc nous sommes avec Diana qui est une universitaire et qui tombe un jour par hasard sur un livre, Lashmol 782, un manuscrit qui contiendrait toutes les réponses aux origines des créatures surnaturelles. À partir de là, elle va être pourchassée par ces créatures spéciales et elle va rencontrer Matthew qui est un vampire. Et ils vont apprendre à se connaître et ils vont repartir sur les traces de ce manuscrit. La fin du premier tome m'avait intriguée. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas tenter le tome 2, parce que finalement cette fin relance un petit peu l'intérêt que j'avais du livre. On replonge dans ce tome 2 et ça va être compliqué de vous en parler puisque je ne peux pas vous dire vraiment le tournant que prend ce tome 2. Sachez juste qu'on change totalement d'univers, hein. Et j'étais complètement paumée dans ce nouvel univers. Complètement paumée puisque c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Bien sûr il y a des noms qui me parlaient, mais à part ça, non, rien ne me parlait. C'était long, les chapitres sont énormes, ils font plus de 30 pages à chaque fois, donc ça rajoute à cette lourdeur. Il y a des descriptions, mais j'avais l'impression que on me faisait un cours. Non, ça m'a pas plu. Le seul point positif, on va dire, c'est que la relation entre Matthew et Diana et moins mièvre et moins naïve. J'ai apprécié leur couple, ce que je n'avais pas du tout vu dans le premier tome, parce que je trouvais ça mais tellement niais. Là franchement c'est plus une relation de couple véritable, hein, que cette parodie du premier tome. Donc ça c'était mieux. Mais c'était trop long. C'était trop long, il se passe rien. Hein, clairement dans ce tome il ne se passe absolument rien. Je crois qu'on attend la page 500 et quelques pour reparler du manuscrit, alors que c'est quand même un petit peu le gros de l'intrigue, hein. Donc voilà, c'est indigeste au possible. La fin, un petit peu comme dans le tome 1, relance l'intérêt. Donc je pense que c'est un petit peu sur quoi mise Deborah Harkness pour faire lire la suite, c'est que la fin arrive à relancer un petit peu d'intérêt. Mais je vous avoue que les 900... Et je vous avoue que les 900 et quelques pages de ce livre ont été un véritable calvaire. On part sur toute autre chose avec La Tour sans fin, puisque au lieu de 920 pages, nous sommes sur un court récit de 127 pages, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on doit être, oui, 127 pages. Ce livre m'a été envoyé par les éditions Scrinéo, donc un grand merci, puisque je suis dans le club des lecteurs Scrinéo pour cette année. Et voilà, quand j'ai vu en fait Pascal Brissy dans le catalogue, je me suis jetée dessus parce que Pascal, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à Balthazar Fox et j'adore cette saga. Et je me suis dit,
qu'est-ce que ça peut donner en science-fiction? Donc nous sommes dans une courte dystopie où nous allons suivre un jeune garçon qui s'appelle Titus Prime, qui a 13 ans, je crois, oui, il a 13 ans depuis 24 heures, est le plus jeune ambassadeur de sa tour, Babel 232. Et en fait, dans cet univers, le sol est invivable, hein, radioactif, etc. Et les hommes ont construit des immenses tours pour survivre. Et bien sûr, plus on se rapproche du sol, plus on est dans des lieux défavorisés, plus on s'élève, plus on est vers l'élite. Et Titus est un ambassadeur et il est fier d'avoir grimpé les échelons pour se retrouver assez haut quand même dans la hiérarchie. Tout se passe bien jusqu'au jour où il va être accusé du meurtre de son menteur. Et là, d'un seul coup, et ben Titus, il va chuter. Donc c'est un court récit. L'auteur m'avait prévenu, on en avait un petit peu discuté juste avant, il m'avait prévenu que c'était voulu, qu'il avait dit ce qu'il avait à dire, que son éditeur ne voulait pas forcément d'une saga à rallonge, donc il avait fait ce court récit et qu'il a été un petit peu frileux quant à savoir l'avis des blogueurs sur justement ce court récit. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, ça va à toute allure. Et il ne se passe pas une page où on ne tremble pas pour Titus, on voit pas mal de choses. On est vraiment dans de la science-fiction, on voit un petit peu le côté dystopique, c'est haletant, c'est prenant, j'aime beaucoup la plume de Pascal Brissy, donc forcément je me suis laissée emporter. Alors oui, c'est pas extrêmement détaillé, mais moi j'ai pris ce livre comme on prend l'histoire à un instant T, et c'est tout en fait. On voit légèrement le passé du personnage, mais c'est tout en fait. On va suivre une aventure à ce moment très précis et basta. On ne cherche pas à aller voir ailleurs. Et c'est ce que j'attendais de ce livre, je n'ai pas été déçue. Après, niveau originalité, écoutez, en tant que grande lectrice, j'ai lu beaucoup de post-apo qui reprend un petit peu ce thème. Hein. Voilà, les survivants qui vont dans des tours ou dans des silos, ou dans voilà pas mal de choses où on a une hiérarchie comme ça. Donc oui, c'est pas extrêmement original, mais le livre a fait son job, c'était prenant, c'était haletant, c'était intéressant, c'était court mais intense. Alors je peux vous conseiller cette petite aventure, et même aux plus jeunes, et ben c'est plutôt sympa parce que ça va les faire se plonger dans de la science-fiction sans qu'ils en aient vraiment l'impression. Allez, on continue ici avec toujours de la jeunesse, mais plutôt dans un côté polar noir, puisque dans 10, Marine Carteron reprend l'histoire des 10 petits nègres de Agatha Christie, où nous allons suivre donc 10 personnes qui se retrouvent parachutées sur une île, l'île des pendus, en pleine tempête. Ils doivent participer à un jeu de télé-réalité, et bien malgré eux, ils vont se retrouver à participer à un jeu meurtrier, puisque un par un ils vont mourir. Si vous connaissez l'histoire des 10 petits nègres, on reprend un petit peu cette idée. On joue beaucoup aussi sur l'histoire des 10 petits nègres avec des chambres à thème dans le manoir. On voit un petit peu aussi au fur et à mesure de l'histoire qu'on a un réel hommage aux 10 petits nègres, puisqu'on en parle clairement. Hein. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que on s'encombre pas de détails, hein. Voilà. Si vous voulez, on commence l'histoire, on a des chapitres où on alterne les personnages, tout simplement. Donc au sein d'un chapitre, on va avoir, par exemple, chapitre 1, on nous donne la date, l'heure et le personnage auquel on se réfère. Donc Déborah pour le premier, quelques pages plus tard, on part sur Carrie, etc. Donc on va à tour de rôle voir les personnages de ce roman, apprendre un petit peu à les connaître sans en dire trop, et au fur et à mesure, eh bien, on va les voir se faire décimer. Alors ce que j'ai aimé, c'est que, voilà, comme je vous dis, on ne s'encombre pas de détails, on va droit au but, ils doivent mourir, et ils meurent. Voilà, c'est brutal, c'est simple, voilà, on va à l'essentiel. Et ce que j'ai aimé, le point que j'ai adoré par-dessus tout, c'est que au moment de leur mort, au chapitre où nous allons arriver pour leur mort, il y a un article de loi.
un article de loi concernant leur déviance. Pourquoi ils sont condamnés à mort. Donc on ne vous dit pas clairement le rôle qu'ils ont joué, pourquoi on va les tuer. On vous laisse deviner grâce à cet article de loi. Et ça, j'ai adoré parce que c'est à nous de mener un petit peu l'enquête. Hein. Voilà, mine de rien, on mène aussi l'enquête. Alors cet énorme point positif, par contre, devient un petit point négatif vers la fin, puisque je m'attendais que, à la fin de tout ça, on nous récapitule les faits. On nous dise, voilà, telle personne en fait a fait ça, a joué tel rôle à ce moment-là, c'est pour ça que, etc. Je m'attendais à ça, je l'ai presque espéré, à un moment je l'ai presque vu arriver, et finalement non. Donc voilà, le gros point positif, c'est qu'on ne nous dit pas exactement le rôle qu'a joué la personne qui va mourir, mais c'est aussi un point négatif, puisque j'aurais aimé quand même une petite explication à la fin, ce qu'il n'y a pas. Donc en fait, c'est vraiment à nous de mener l'enquête et à reconstituer complètement l'histoire. Et voilà, c'était hyper original, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ce roman extrêmement intéressant et addictif à souhait. J'avais sans cesse envie de le reprendre pour pouvoir voir ce qui allait arriver, qui allait réussir à se sauver, qui était la tête pensante de tout ce plan machiavélique. Voilà, je ne cessais de vouloir revenir à ce livre qui s'est lu très vite parce que les chapitres sont assez courts et comme on alterne entre pas mal de personnages, et ben ça se lit hyper vite. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment une très bonne lecture qui va à l'essentiel, qui ne s'encombre pas de détails superflus, jusqu'à l'explication qui manque peut-être un petit peu de profondeur. Et le dernier livre dont je vous parle, il s'agit de Lebenstunnel, qui est noté en tome 4 par Rebelle, mais qui, d'après l'auteur, donc Oksana Hope, qui m'a très gentiment envoyé cet e-book, eh bien, est plutôt un hors-série, une sorte de bonus, plutôt qu'un réel tome 4. Hein. Il faut bien savoir que la trilogie Lebenstunnel peut se lire entièrement et ne pas ressentir un certain manque. Par contre, pour tous ceux qui sont fans de la série, ce petit tome 4 eh bien, est très sympathique puisque il nous offre un après. Hein, ce qu'on cherche tous hein, en tant que fan d'une saga, on cherche toujours à en avoir plus. Et c'est le cas pour ce tome 4, nous suivons Krista. Et je ne vais pas vous en dire plus puisque je ne vais pas vous spoiler complètement la trilogie Lebenstunnel. Pour rappel, donc dans Lebenstunnel, nous sommes avec une dystopie uchronie puisque la Seconde Guerre mondiale s'est soldée par un échec de notre côté. Hitler a gagné, il a la mainmise sur le monde, les nazis sont au pouvoir et font leur dictat, hein, leur race supérieure. Et Krista, elle, travaille dans un Lebensborn, jusqu'au jour où Krista, en sortant de son travail, va venir en aide à une femme enceinte qui va la conduire dans les égouts. Et à ce moment-là, elle va découvrir tout un monde qui va remettre en cause toute sa vie, toute son existence même. Je vais vous donner mes impressions, mon sentiment quant à ce tome 4. C'est un vrai bonus et une suite directe du tome 3. On part pas dans quelque chose d'autre, hein. On va pas partir dans une autre histoire. Non, on est vraiment dans une suite directe, donc même si la trilogie peut se lire indépendamment, ce tome 4 c'est un pur bonheur parce que j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré voir ce qui se passait après, et même plus qu'après j'ai l'impression que ce tome 4 donne une réelle fin, vraiment une réelle fin à cette saga. J'avais envie de mettre un point final et c'est ce que me donne ce tome 4, donc je suis hyper heureuse. Je suis toujours admirative de Krista qui a vécu des choses abominables dans les 3 premiers tomes et qui toujours arrive à se relever. Et c'était une excellente lecture, je l'ai bouffée en très peu de temps. J'adore Lebenstunnel, j'adore la plume d'Oksana Hope et cette saga me fait toujours passer un extrêmement bon moment. Et je trouve que ce 4e tome n'est pas superflu, il donne une vraie fin. Et c'est ce qui compte. Et voilà, si vous aimez la saga, si comme je l'ai eu, parce que quand j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, comme quoi j'étais en train de lire Lebenstunnel, si vous avez eu un coup de cœur pour la saga, pour la trilogie, ce tome 4 est incontournable. C'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que c'est un clin d'œil à toute la saga, c'est
c'était du très bon. Et j'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis que maintenant ça doit vraiment être fini quoi. Vraiment. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si certaines de ces lectures vous tentent. Donc 3 très bonnes lectures et un flop, mais en même temps qu'est-ce que vous voulez, j'ai eu un flop pour le tome 1, donc je m'acharne. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas si je lirai le tome 3 du livre perdu des sortilèges, même si je l'ai dans ma palle, parce que je ne passe pas un bon moment en fait avec ces livres, donc pourquoi s'acharner à lire du 900 pages? Bref, je suis comme ça. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.